Alors, heu, allons-y pour ces constructions. Évidemment, c'est une question, habituelle. On a du granit, hein, qui est une pierre assez dure, hein, je crois que c'est 7 sur l'échelle de Mohs, hein, ce qui est effectivement assez dur, assez compact, hein. On est à une époque, à l'époque Maurya, où, les Mauryas utilisent le fer, hein, qui est donc un matériau, qui a plein d'avantages, pour creuser la pierre. Alors, ils utilisent le fer. On a retrouvé des objets en fer, hein, c'est un premier élément, hein. En gros, le fer est employé au Moyen-Orient et dans l'espace autour du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Inde et puis la Méditerranée, hein. Entre 1500 et 1100, on commence à avoir du fer de manière régulière. À partir de 900, le fer se répand de manière tout à fait importante. Comme vous le savez, je vais revenir un tout petit peu sur la question du fer. Le fer est un matériau qui est d'abord assez facile à trouver, il y a pas mal de fer sur Terre. En revanche, il a un problème pour les gens qui travaillent la métallurgie, c'est que son point de fusion est de 1536 degrés. Or, à l'époque, les fours montent maximum autour de 1200-1300 degrés peut-être, hein. En revanche, le fer a deux avantages gigantesques par rapport, par exemple, au bronze, hein. C'est un matériau qui est malléable à partir de 1100-1200 degrés. Donc, on peut non pas le fondre, mais on peut le forger, hein. Voilà, c'est le terme que l'on emploie. Et deuxième élément extrêmement intéressant du fer, hein, c'est qu'il est autosoudant. Si vous mettez deux blocs de fer à 1200 degrés et que vous tapez dessus, les atomes de fer finissent par se rattacher ensemble. Donc on peut travailler des groupes de fer entre eux. Alors, le fer, à l'époque Maurya, est un fer qui est déjà de l'acier. Alors, la différence, hein, c'est qu'en gros, on parle de fer blanc quand il y a moins de 0,2% de carbone. On parle d'acier quand on est entre 0,2 et à peu près 2% de carbone. Et on parle ensuite de fonte quand il y a plus de 2% de carbone jusqu'à à peu près 6,5-6,7% de carbone. Et là, c'est de la fonte. Euh, et au-delà, on ne peut plus mettre de carbone. Enfin, ça n'a plus le carbone ne rentre plus. Donc voilà les matériaux. Là, on se sert bien de fer de type acier, hein, parce que on sait parfaitement à l'époque, hein, on a des exemples tout à fait importants qui sont parfaitement décrits, notamment chez Homère. Hein, donc on a des descriptions à la fois techniques que l'on retrouve en fouille et écrites, hein, dans la description que fait Homère des premiers aciers pour les armes. Donc, on a des fers qui sont des aciers, on sait intégrer très facilement du carbone, hein. Il suffit dans un premier temps d'avoir du fer blanc, c'est qu'on prend le morceau de fer qu'on a réduit, ce qu'on appelle réduction. Enfin, on prend le minerai de fer, on le met dans un bas fourneau, on fait chauffer, on obtient des espèces de loupe, des espèces de trucs gluants très chauds évidemment, que l'on va ensuite, qui sont plein de carbone, que l'on va ensuite marteler pendant assez longtemps pour écarter tout le carbone, et la couleur du fer change à ce moment-là, elle change visuellement, hein. On a du fer blanc, et ce fer blanc, on va y réintégrer du carbone pour faire de l'acier aux valeurs pardon, que l'on veut. Alors évidemment, on ne sait pas calculer les valeurs, hein. Là, c'est le forgeron, hein, qui sait, par rapport à la couleur et par rapport à la texture du fer hein, qu'il travaille, ce qu'il y a à peu près. Donc évidemment, il y a des marges d'erreur importantes. Donc, on a donc à l'époque des Mauryas des aciers, trempe que l'on a, qui est décrite par Homère. Hein, donc on a de l'acier trempé. Donc revenons à la question à savoir comment on arrive à creuser le granit. Bah, avec de l'acier trempé, c'est quand même beaucoup plus facile, hein, c'est quand même beaucoup plus facile parce que ça permet d'user le granit. Et puis l'avantage de l'outil en fer, c'est que si jamais il s'émousse, eh ben, on le retaille, hein, on le refond, on le reforge, et puis on recommence. C'est une technique que l'on connaît parfaitement, hein, qui est utilisée dans le monde perse, hein, qui est à côté, dans le monde indien, dans le monde hellénistique, dans le monde grec. Enfin, tout ceci est tout à fait facile euh, à faire. Bon, déjà, on a des outils qui sont assez costauds. Et ces outils, on les voit parce que si tu mets effectivement le PowerPoint page 27, hein, il y a deux exemples que j'ai encerclés, hein, où on voit l'utilisation de ciseaux hein, avec des masses. Hein, c'est probablement la technique employée, parce que c'est celle qui est décrite. Celle qui est sur la gauche, c'est un dessin de grotte un peu plus tardive que les grottes de Barabar, qui sont des grottes du IIe siècle avant notre ère. Hein. Et côté droite, hein, c'est le système que je vais décrire justement de la préparation de ces grottes. Et
justement, on connaît ce qu'on appelle la chaîne opératoire. Alors, en archéologie, la chaîne opératoire, c'est un élément extrêmement important parce que l'archéologie s'intéresse évidemment aux techniques, hein, ça fait partie des choses, c'est pas l'essentiel de l'archéologie, mais s'intéresse évidemment aux techniques. Et le concept de chaîne opératoire a été développé il y a assez longtemps par André Leroi-Gourhan, qui est un des plus grands archéologues français, préhistoriens français. Hein. Et cette chaîne opératoire, eh bien, ça veut dire qu'on détaille les étapes de construction. Et là, la chaîne opératoire est assez simple. Hein. On commence par évider la grotte, donc c'est assez grossier. Hein. Ensuite, donc on enlève le gros, hein, voilà, au sens du terme. Ensuite, on fait la taille, on fait la mise en forme. Cette mise en forme est probablement l'étape la plus compliquée à faire parce que c'est celle qui demande le plus de précision pour ne pas dépasser trop. Hein. Et là, on emploie sans doute des gabarits, hein, je vais y revenir ensuite. Ensuite, on va meuler, hein, c'est-à-dire qu'on va égaliser les surfaces, et puis on termine avec le polissage. Alors, l'évitage, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, hein, c'est assez simple. Hein. On fait ça au marteau, probablement marteau en métal pour qu'il soit suffisamment lourd, avec des ciseaux assez larges, probablement avec un bout pointu et un bout plus à plat, hein, et ça permet effectivement de creuser l'ensemble de la grotte. Voilà. Alors, j'élimine tout de suite les questions d'éclairage. Il n'y a pas de problème d'éclairage majeur. Hein, on sait éclairer avec des lampes à huile qui ne laissent pas de suie. On n'a pas non plus de problème de poussière entraînant la silicose. On meurt bien avant d'autres choses que la silicose. Hein. Ça, c'est un anachronisme complet, hein, de penser que les gens allaient faire attention et que la sécurité sociale allait arriver pour dire attention, au bout de 3 heures de travail dans la grotte, il faut arrêter parce que le monsieur va mourir de la silicose. Hein. Et d'ailleurs, oui, la poussière, faut pas. Ça revient souvent effectivement dans le film de Patrice Pouillard. Enfin, les grottes, elles sont pratiquement à l'air libre. Enfin, l'entrée, elle est Oui, oui, juste. oui. Oui, Elles sont pas très profondes, donc il y a largement de quoi aérer la pièce. Ah, il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument aucun problème. Et il y a aussi le fait, je pense que justement, comme c'est un travail manuel, les poussières qui émanent de la taille, elles sont beaucoup moins importantes que justement si on utilisait un outil mécanique qui va beaucoup plus vite et oui, qui va éjecter beaucoup plus de poussière. Oui. Probablement, d'autant que à l'époque, hein, on est toujours au IIIe siècle avant notre ère, hein, on connaît dans le reste du monde, notamment dans le monde grec, parce que là on a des exemples qui sont très bien documentés, des mines d'argent, notamment les mines du Laurion, hein, qui sont extrêmement connues, qui a fait la fortune d'Athènes, hein, qui sont des mines très profondes, dans lesquelles on a les mêmes questions d'éclairage ou de respiration, et qui posent aucun problème. Enfin, ces mines de l'Orion ont été exploitées des dizaines et dizaines d'années sans qu'il y ait eu de problème majeur. Donc, des petites grottes comme ça, entre guillemets, c'est pas si simple à faire, mais ça pose pas de problème majeur en termes d'éclairage ou de poussière. Même chose, hein, des puits profonds exploités par les hommes. On en connaît depuis l'époque de l'âge du bronze, hein, parce que c'est les premières mines, par exemple, de Hallstatt, c'est des mines de sel avant d'avoir des mines de fer. Hein, ça descend à des 30-40 mètres de profondeur, et les mines de Hallstatt, elles descendent encore plus profond. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Hein, c'est pas du tout compliqué à faire. On gère parfaitement toute cette technique. Donc, la première partie, on se sert de ces outils lourds hein, en fer. La deuxième partie, c'est la mise en forme. Et je reviens sur la diapo 27, hein, où on voit un petit monsieur accroupi à côté d'une photo. Là, on a un système qui est un système de rainurage. Hein. Donc, ce sont des rainures hein, qui sont mises au sol, des rainures qui permettent probablement d'obtenir le niveau que l'on cherche. Hein. C'est-à-dire, voilà, ça sera le niveau plan. Alors, comment on arrive à déterminer que les rainures sont bien faites On a des niveaux, hein, c'est pas très compliqué à faire. Ça, le niveau, c'est bien connu depuis très longtemps. Là, les rainures, c'est celles qu'on voit dans la grotte inachevée. Hein. Absolument, on les voit absolument dans la grotte inachevée, au sol et au mur. Hein, au sol et au mur. Hein. Et la technique consiste donc à faire ces rainures de la profondeur voulue, hein, ce qui permet de créer des petites arêtes. Et ensuite, on écrète ces arêtes. Hein. Comme ça, on peut les attaquer par le côté.
hein. C'est plus efficace et plus rapide, hein. Alors, cette technique-là, elle a été très bien montrée et par Gupta et par Huntington, très très bien montrée par les deux. Gupta a retrouvé cette même technique utilisée notamment dans le nivellement des routes, hein. Donc, c'est quelque chose qui existe, hein, de manière assez classique. Donc, là, c'est une étape en revanche qui est difficile en termes de gabarit, de forme, hein, parce qu'il faut effectivement arriver aux bonnes formes, hein. Mais là, bon, on sait faire des gabarits. Les gabarits sont connus dans tout le monde dans cette région-là, hein. On fait des gabarits en bois, hein. Il n'y a pas de problème de manque de bois ici, hein, à différence d'autres régions, hein. On fait des gabarits en bois qui servent probablement également en partie d'échafaudage, et ça permet d'égaliser et d'avoir à peu près la forme voulue. Je vais juste me permettre d'intervenir juste Bien quelques sûr. secondes par rapport au film BAM, parce que dans Oui. BAM, en fait, on nous présente cette grotte. Donc on nous montre les murs, soi-disant on aurait des murs qui seraient parfaitement polis et uniquement le plafond qui serait inachevé, et donc ça prouverait que ce serait deux civilisations différentes qui auraient fait les deux. Alors qu'en fait, les murs en question, il y a pas mal de parties qui sont en cours de polissage. Donc on voit encore les Absolument. rainures dont tu parles sur les murs, on les voit Absolument. très bien, et Absolument. on voit le poli qui commence à se former Absolument. par abrasion. Absolument. Absolument. Et ça, on le voit pas du tout dans le film. Et on le voit pas non plus dans les super scans 3D de Patrice Pouillard, où Absolument. là, Absolument. tout devient lisse. Absolument. C'est la grotte de l'Omashrishi, hein, qui est cette fameuse grotte inachevée. Alors, on reviendra sur les raisons du fait qu'elle soit inachevée. Mais cette grotte, en fait, est absolument géniale pour les archéologues, parce qu'elle permet, comme elle est inachevée, les archéologues, ils adorent quand c'est pas terminé ou quand c'est cassé, parce que, évidemment, ça reste au milieu de travail. Donc, on voit les techniques. On peut justement faire ce que je vous racontais, hein, la chaîne opératoire, hein. Et bien, justement, dans cette grotte de l'Omashrishi, on voit ces rainures. Et ces rainures, bah, c'est ce système-là qui est mis en place. Et on le voit très très bien dans la photo qui est à côté, donc toujours dans la diapo 27. Hein, et ça, c'est Gupta qui l'avait découvert en faisant attention. Hein. Il y a les rainures, il reste des petits écrétages. Voilà. Et c'est un écrétage qui n'a pas été terminé. C'est-à-dire que quand ils ont abandonné la grotte, il restait encore du travail d'écrétage à faire. Hein, alors qu'à d'autres endroits, ils avaient déjà commencé à polir. Hein, parce qu'il ne faut pas croire que le travail est fait par étape. Hein. Le début, oui. Au départ, on creuse. Mais il y a des zones qui ont été probablement quasiment, des parois qui ont quasiment été écrétées, et ben, on commence à les polir. Hein. On envoie un groupe de polisseurs et puis on polit. Hein. Ça permet Oui, voilà, de il n'y faire a avancer. rien qui empêche de travailler en parallèle Bien sûr, les au murs et le contraire. plafond. Au contraire. Au contraire, oui. Au contraire, c'est des techniques qu'on retrouve très très clairement dans tous ces groupes de cette époque-là. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Ça pose aucun souci à faire. Voilà, donc cet écrétage est probablement le moment le plus compliqué. Là, on sert de ciseaux un peu plus petits, et Gupta a émis l'hypothèse qu'on servait plutôt de maillet en bois pour mieux contrôler les coups. Hein, c'est pour que justement on ne dépasse pas et qu'on n'ait pas de faire un trou, parce que dans ce cas-là, il faut tout réaliser d'un cran en dessous. Donc c'est probablement l'hypothèse. Alors, dernière phase, le polissage. Alors ça, le polissage, c'est ce qui fait évidemment couler le plus d'encre, hein, parce qu'on se dit, oh là là, mais sans meuleuse, avec une tête de diamant, comment on va polir ça? Bah, on va prendre le temps. On va prendre le temps parce que, évidemment, c'est anachronique de penser que les ouvriers vont travailler sur une question de timing. Hein. Il n'y a pas un contremaître avec un chronomètre qui va leur dire attendez, la remise du chantier, c'est le 12 décembre, hein, et sinon on a des pénalités de retard. Hein. Ce n'est pas du tout la mentalité du monde antique. Hein. Le monde antique travaille à la pièce. Hein. Évidemment, si on peut faire vite certaines choses, on le fait, il y a l'urgence, hein, mais l'important, c'est le travail fini, hein, c'est le travail final. On fait une commande et ça prend le temps qu'il faut. Et sur ces grottes d'Ajivika, eh ben, on a mis le temps qu'il fallait, on a mis les ouvriers qu'il fallait, de manière régulière, point à la ligne. C'est pas du tout une question de timing. Hein. C'est pour ça, probablement d'ailleurs, que les grottes inachevées n'ont pas de dédicace, parce que la dédicace, elle n'est mise que quand c'est totalement terminé. Hein, c'est vraiment l'élément. Alors, comment on polit? Alors, je vais revenir un peu en arrière parce que, évidemment, il ne faut pas croire que c'est une invention comme ça du dernier moment de polir du granit. Hein. Les pierres dures, elles sont polies depuis le néolithique. Hein. D'abord parce que les premières pierres qui ont été polies, c'est des silex.
Et le silex, indice de Mohs, hein, vous pouvez regarder, c'est quand même assez difficile, assez dur à polir. On se sert de polissoirs, très bien. Soit des polissoirs fixes, alors c'est plus facile avec des petites pièces, évidemment, hein. Par exemple, justement, des haches polies, hein, de l'époque néolithique. Hein, on sait, disons en 3000 avant notre ère, donc au tout début, enfin au milieu de l'âge du bronze, au tout début des civilisations mésopotamiennes, eh bien on sait à peu près polir tous les matériaux. Hein. On en a des exemples très nombreux de granit. Hein, et un exemple sur lequel je reviens, parce qu'il est tout à fait intéressant à expliquer, hein, c'est le code Hammurabi. Alors, le code Hammurabi, c'est un code qui a été taillé dans du basalte, donc c'est une pierre aussi très très difficile, hein, très 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 dure. Hein. Euh, et ce code Hammurabi, non seulement il est taillé dans du basalte, mais en plus il a des inscriptions cunéiformes. Hein. L'ensemble de la pierre est poli. Alors, il y a des petites erreurs de polissage parce que la pierre n'est pas parfaite, hein, mais vous pouvez aller voir le code Hammurabi pour ceux qui sont à Paris. Hein, il est au Louvre, hein, il a été retrouvé à Suse en Iran. Et le, le code Hammurabi est un très bon exemple, hein, d'un travail de polissage tout à fait remarquable, hein, sur une pierre assez importante. Hein, le code Hammurabi, il fait un peu plus d'1,50 m de haut. C'est donc quelque chose de vraiment important. Donc, tailler des pierres, on sait. Polir des pierres dures, on sait parfaitement. Alors, évidemment, comment on fait pour des surfaces longues? Même chose, hein, en Égypte, on a retrouvé des surfaces longues polies sans aucun problème. Hein, c'est une question de temps et c'est une question de matériaux. Alors, probablement, on se sert dans un premier temps de pierre à polir, hein, mais très probablement la technique la plus employée, hein, c'est celle d'un abrasif. euh, type sable avec du quartz de préférence, hein, que l'on va passer avec un système planche en bois, éléments de pierre, hein, et que l'on va passer de manière régulière sur la surface que l'on veut polir. Donc c'est assez simple à faire, c'est assez long, hein, ça c'est sûr que c'est assez long à faire, mais ça ne pose aucun problème majeur, hein, de le faire de manière régulière. C'est même quelque chose de tout à fait faisable. Alors, là encore, hein, la surface est grande, bon, très bien, mais même chose, on n'a pas d'impératif de temps, hein, et donc on met des équipes de polisseurs qui vont venir à tour de rôle polir des grandes surfaces de manière remarquable. Et là, on nous demande comment polir les surfaces courbes. Et en fait, Alors, ouais, vas-y. Enfin, la courbe, elle est déjà, en fait, elle est déjà définie par voilà, le taillage. absolument. Le Absolument. polissage, c'est la finition, donc la forme, elle Absolument, est absolument, déjà. absolument, absolument. La phase de polissage, elle intervient après le meulage. Et le meulage, ça égalise les surfaces. Donc en fait, il faut imaginer qu'on a une surface avant meulage qui est plane, mais qui est encore avec des aspérités. Et donc on va gommer les aspérités avec le polissage. La technique qui va être employée. Et le fait que la surface soit courbe, en fait, c'est pas un problème, parce qu'on a justement des exemples. Que la surface soit Tout ce qui est statuaire, tout ça, enfin, les surfaces, elles Voilà, sont la courbes. surface curve, reprenez le code Hammurabi, hein, code Hammurabi 1750 avant notre ère à peu près, hein, si je dis pas de bêtises, c'est le type même d'une surface qui est courbe, hein, donc on sait vraiment très bien faire. Il faut imaginer, hein, en plus, que vous avez des artisans qui font du polissage tout le temps. Et donc, ils ont l'habitude, euh, comme pour les métallurgistes, hein, de reconnaître au toucher, hein, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les formes. Il n'y a vraiment aucun souci pour le faire. Et ça, on le sait parce qu'en archéologie, on sert de l'anthropologie. euh, qu'on retrouve dans des civilisations, dans des cultures qui ne sont pas mécaniques, hein, ces techniques-là. Hein, on le retrouve encore aujourd'hui en Inde, des endroits où on sert peu ou pas de matériel, où on polie avec ces techniques-là. Enfin, ça Et pose aucun problème. on a le fameux pilier de cette période-là, justement, Oui, absolument. Alors, je vais y revenir justement, qui parce que justement est courbe. Oui, vas-y. absolument. Absolument, c'est exactement ce que je voulais venir, c'est que on connaît la finesse du pilier, c'est ce que tu montres à l'image, hein. On connaît la finesse du polissage Moria, parce que justement, les Moria se sont fait une spécialité d'avoir des piliers extrêmement, extrêmement polis, extrêmement bien polis, avec des formes remarquables, hein, des lions, des éléphants, vraiment extrêmement détaillés.
et ce poli est d'une très très grande finesse. Et quand il a été redécouvert en fouille plus tardivement, eh bien, on s'est dit, oh là là, ils avaient un niveau de travail de la pierre absolument remarquable. Et il n'y en a pas qu'un. Hein. Alors, c'est pas non plus je me retourne parce que je regarde justement une source, c'est pas du granit hein, comme poli, mais c'est du grès de Gunnar, d'une carrière qui est connue, mais c'est un poli absolument remarquable. C'est tellement remarquable hein, qu'il faut savoir que les piliers Moria servent aujourd'hui de symbole en Inde. Hein. Ils sont dans les billets indiens. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment considéré comme des pièces somptueuses. Et vous voyez le détail qui est obtenu, hein, ça pose pas de problème. Alors, polir de manière très fine, ça pose aucun problème. Et polir de manière très fine sur des grandes surfaces, ça pose pas de problème majeur non plus, c'est juste long. Et encore une fois, on n'a pas de problème de temps, on n'a pas de timing. Hein. Il faut juste. Je vais juste rajouter un exemple pour ceux, vous irez voir sur Google, il y a la fameuse baignoire de Néron aussi qui est un polir remarquable, et là vous verrez, c'est courbe et oui. ça n'a pas empêché de polir. Non, ça pose aucun problème. Les études récentes sur le polissage, qui d'ailleurs ont repris, enfin, sont faites en parallèle avec les études sur le creusage des vases en pierre dure, hein, ont montré que la technique la plus simple et la plus précise pour polir et pour obtenir des formes assez fines, hein, c'est de se servir effectivement d'un abrasif type sable avec du quartz, avec un lipide, une huile quelconque. Hein. On sait par exemple que les vases du 18e, 17e siècle avant notre ère crétois, qui sont des vases en pierre dure et qu'on retrouve dans le monde méditerranéen oriental, sont creusés à l'huile d'olive et au sable, et avec des forêts en bois. En fait, hein, le bois s'use, c'est pas grave, on le remplace, on en a plein. Hein. Donc ça pose aucun problème de polir. Alors, je disais juste coupe encore, faire un petit aparté encore sur BAM, parce qu'on nous présente le poli comme incroyablement parfait, régulier partout, sauf qu'en fait, on peut voir quelques secondes de plan dans le film de Patrice Pouillard, et alors je vais vous mettre, où on voit en fait que c'est pas aussi droit, incroyablement parfaitement plat partout, quoi. Absolument. On voit bien que le poli, il s'ajoute aux traces d'outils. Absolument. Non. C'est très bien poli. Et ce qui rend. Oui, c'est remarquable, mais c'est remarquable. Ce qui rend spécifique le poli dans ces grottes, c'est justement le fait que ce soit du granit. Parce qu'évidemment, le granit et ses composantes, notamment le quartz et le hornblende, va donner cet effet miroir. Hein. Mais l'effet miroir, il est plus lié au fait d'avoir travaillé sur du granit, d'avoir poli du granit, que de la pression du poli lui-même, qui est obtenue, encore une fois, à cette époque-là, sur n'importe quelle pierre possible. Encore une fois, les colonnes Moria sont un très bon exemple de cette qualité de poli. Ouais, en fait, c'est les cristaux de quartz qui reflètent la lumière. Absolument. Qui donne cette impression de poli vitrifié. Et on peut polir aussi finement une autre pierre, ça donnera pas forcément le même résultat. Voilà, c'est la preuve en est encore avec ces grès des colonnes Moria, hein, qui sont parfaitement polis.